Allez, bonjour, bienvenue. Nouveau numéro de Ça vaut le coup, l'émission qui donne du sens à votre épargne sur Boursorama. Aujourd'hui, on vous parle du marché boursier japonais avec en toile de fond un pays qui va peut-être réussir, peut-être à passer entre les gouttes des tarifs douaniers de Donald Trump. Bonjour Jean-François. Bonjour David. Jean-François Chambon, gérant action Japon chez Ofi Invest AM. On a le président américain et le Premier ministre japonais qui se sont vus à la Maison-Blanche, c'était début février. Et puis Trump a promis dans la foulée un nouvel âge d'or dans ses relations avec le Japon. On se dit que le Premier ministre nippon a dû faire quelques petites concessions pour éviter l'affrontement commercial. Le Japon qui a un gros excédent, je crois, gros excédent commercial avec l'Amérique du Nord. Alors, gros, oui, c'est 68 milliards de dollars. Je ne sais pas si on peut dire que c'est gros. C'est significatif. Ouais. Mais en fait, c'est beaucoup moins qu'avant parce que le Japon produit beaucoup plus aux États-Unis. Et c'est quelque chose qui pourrait peut-être se résoudre dans un accord gagnant-gagnant, ce qui signifie gagnant-gagnant pour le président Trump, bien sûr. Il y a eu des annonces d'achat, je crois, par le Japon de GNL. Enfin voilà, il y a des concessions qui ont été faites. Exactement, il y a du gaz. Alors déjà, aujourd'hui, les États-Unis sont le 4e fournisseur de gaz pour le Japon, qui a peu de ressources naturelles sur son territoire. C'est environ de 8 à 10% des besoins du Japon. C'est 44 milliards de dollars, donc le calcul est simple. Si on passait des 8-10% à 25%, oui, il n'y a plus de déficit commercial. Et Trump, il est content. Et Trump est content, mais pas seulement. Comme c'est un accord gagnant-gagnant, il faut faire un petit peu plus. Il y a aussi d'autres choses qui pourraient l'intéresser, comme un investissement supplémentaire sur le territoire américain. Ça a été annoncé, ça, ou c'est en discussion? Alors, ça a été annoncé, oui et non. C'est que pendant la conférence de presse entre Donald Trump et notre Premier ministre japonais Ishiba, ils ont évoqué une hausse des investissements japonais sur le territoire américain à 1000 milliards de dollars. Ah ouais. Alors il faut savoir que le Japon, depuis 5 ans, est le premier investisseur sur le territoire américain avec environ 800 milliards par an. Ce qui sont déjà des grosses sommes. Donc Trump était satisfait? Trump était satisfait, mais on connaît bien le président Trump, il sera encore plus satisfait s'il peut obtenir un petit peu plus encore. On sait que Trump a annoncé des tarifs douaniers, on l'a commenté ici sur Boursorama, sur les importations automobiles depuis le Mexique et le Canada, pour d'ailleurs les suspendre ensuite pendant un mois. Quel impact ça aurait sur les constructeurs japonais qui construisent sur le sol américain, mais qui construisent aussi, j'imagine, au Canada et au Mexique? Alors oui, et l'industrie automobile est symbolique un peu pour le Japon, et c'est aussi un symbole des relations entre les États-Unis et le Japon. Alors, au Mexique, c'est le Mexique qui est principalement concerné pour nous. Ce sont les petits constructeurs japonais qui sont les plus impactés, comme Nissan ou Honda. Honda, par exemple, produit 200 000 véhicules au Mexique, mais on exporte 80% vers le territoire américain. Alors, dans un sens, on peut dire, oui, c'est beaucoup, ça va faire un choc. Mais au-dessus de Honda, plus touché que Honda, il y a Ford, et encore au-dessus, il y a General Motors. General Motors, par exemple, produit au Mexique 890 000 voitures et en exporte environ 75% vers le territoire américain. Donc on comprend que la négociation n'est pas terminée. Ouais, et que finalement ce sont plutôt les constructeurs automobiles américains qui sont pénalisés. Sont les principaux il le sait Trump, ça. Il le sait, mais Trump, on est habitué à son type de négociation. Il l'a écrit en 1987 dans The Art of the Deal. C'est exactement la même chose. On fait des grosses annonces qui font très peur, et après on revient un peu en arrière, mais on a quand même obtenu quelque chose. Et quant aux autres constructeurs japonais, parce que j'ai parlé des petits, mais qu'en est-il du plus gros? Le plus gros d'entre eux, Toyota Motors. Ouais. Bien, en fait, Toyota Motors produit aux États-Unis localement depuis 40 ans. Donc, avec ses 10 sites sur place, ses 170 000 employés, eh ben, il est plutôt considéré comme un acteur local. Ouais. Donc, il est beaucoup moins concerné. Bon, plus globalement, ce retour de Trump, quel impact, quelles conséquences pour les entreprises japonaises? Alors, quelles conséquences? Je ne pense pas qu'elles soient vraiment mauvaises. Pourquoi? Parce que le Japon n'est pas un allié comme les autres pour Donald Trump et pour les États-Unis. C'est le partenaire privilégié dans la zone asiatique. Donc, partenaire privilégié qui consomme énormément de produits américains. Il renouvelle tout son matériel militaire en achetant des produits 100% américains. Il passe des commandes de matériel militaire bien supérieures à celles précédentes. Avant, on avait environ 120 missiles air commandés par an. On est passé à 1200. Et au-delà de ça,
on voit bien que c'est un partenaire privilégié parce que ces missiles sont produits en partie au Japon, sous licence, par des grands groupes japonais comme Mitsubishi, qui produit déjà des missiles Patriot. Sinon, plus globalement, on a souvent parlé de la déflation qui a duré plusieurs, je parle sous contrôle, hein, plusieurs décennies. Il y a une petite hausse des prix au Japon. Est-ce qu'on a changé d'air, on a changé de paradigme? Alors ça, c'est presque une révolution, franchement. Il faut se remettre dans ce Japon de plusieurs décennies avec une inflation, on parle d'inflation, mais j'aime bien dire inflation à zéro ou inflation négative. Dans cette situation. Depuis les années 90. Hein. Et oui, depuis l'éclatement de la bulle en fait. Ouais. Une entreprise qui fait de la recherche et développement, qui va sortir son produit. Je sors un nouveau réfrigérateur avec beaucoup plus d'innovation technique que l'ancien. On est dans un environnement de baisse, d'inflation négative. Je le sors au même prix que l'ancien. Et le consommateur arrive, oh c'est une bonne idée, j'ai envie de l'acheter, je vais attendre un peu, de toute façon le prix va baisser. Donc on ne paye pas l'innovation, qui est un coût pour... C'est très mauvais pour la consommation. Et les entreprises japonaises, pendant ces décennies, ont appris une chose, à couper les coûts massivement, y compris les salaires. Donc arrivé aujourd'hui, 4% d'inflation l'année dernière, un plus haut depuis 33 ans. 4% d'inflation ? 4%, un plus haut depuis 33 ans. Ah ouais. Aujourd'hui, on est autour de 2%, oui, qui est l'objectif de la Banque centrale, mais qui est bien. L'important, j'ai envie de dire, ce n'est pas 4 ou 2. On est positif. Mais ça ne suffit pas. Une inflation, ça ne suffit pas pour relancer une consommation. Il faut aussi que les gens aient les moyens de suivre cette inflation. Et on a les salaires qui suivent, avec une négociation l'année dernière avec les syndicats, à plus de 5%, un plus haut depuis plus de 40 ans. Et une boucle vertueuse est en train de s'installer, qui devrait favoriser la consommation, qui est quand même 50% de l'économie japonaise. Et la croissance est de combien au Japon ? Alors la croissance normale est sous les 1% au Japon. C'est normal. Et après, on rajoute à ça la bonne santé économique des partenaires du Japon, parce que ça reste un pays très exportateur, et donc on monte comme ça jusqu'à 1%. Et là, ce qui est en train de se passer, c'est que de nouvelles industries voient le jour au Japon. On a le tourisme d'un côté, les semi-conducteurs d'un côté, qui devraient pousser à la hausse la croissance économique du pays. Le tourisme. Le tourisme, en 2024, 37 millions de touristes, j'ai même du mal à y croire, 37 millions de touristes au Japon. C'est Shinzo Abe qui avait lancé ça, qui a lancé ça à son arrivée en 2012-2013. Donc 37 millions en 2024 et un objectif du gouvernement, 60 millions en 2030. Et ça va très très vite. Et c'est source évidemment de croissance pour le Japon, qui fait face, on le sait, mais de manière avancée, à un vieillissement démographique. Il y a un sujet toujours là-bas. Hein. Alors c'est un sujet... Et qui explique pour partie aussi la croissance à 1%. Oui, exactement. Et puis c'est 20 ans de déflation qui ont fait une consommation très faible, 50% du PIB. Contre 2/3 en Europe et aux États-Unis. Exactement. Donc... Non, donc par rapport au vieillissement démographique, oui. Dans la alors du vieillissement. Est-ce que c'est un risque? Moi, je vois ça plutôt comme une opportunité. Pourquoi? Parce que le Japon n'a pas le choix. Il n'a pas le choix, il faut foncer. Foncer vers la robotique, qu'elle soit hardware, donc les robots qu'on connaît bien pour monter les voitures, etc. Ou alors logiciel, y compris l'intelligence artificielle. Et là, le Japon n'a tellement pas le choix qu'il est déjà leader dans la production de robots industriels, et que le gouvernement a décidé, fin 2024, de lancer un plan de soutien à l'industrie des semi-conducteurs et de l'intelligence artificielle, un plan de 65 milliards de dollars qui devrait générer plus d'investissements publics et privés dans les 10 ans à venir, c'est plus de 500 milliards. Ça nous rappelle le chiffre américain d'ailleurs. Oui. Puisqu'on parle de changement de paradigme, est-ce qu'en matière de générosité envers les actionnaires, les Japonais ont aussi un peu changé? Alors ça aussi on peut remercier. Généreux, hein. Ça c'est vrai. Alors historiquement non, mais c'était la 3e flèche du programme de Shinzo Abe. Et elle a mis du temps à se mettre en place. Et aujourd'hui, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça, c'est une autre évolution qui se passe sur le marché japonais. C'est un meilleur retour aux actionnaires qui est nécessaire parce que le plan, le fonds de pension des fonctionnaires est massif au Japon et la population vieillit. On a besoin d'argent, donc on a besoin que les investissements en actions rapportent plus de dividendes. Et les participations croisées qui ont une histoire très très longue au Japon
commence à disparaître de plus en plus au profit de rachats d'actions et de hausse de dividendes. Un peu comme ailleurs, notamment en Occident et aux États-Unis, en Europe. C'est un marché boursier à suivre, on finit là-dessus, Jean-François. Le Nikkei qui a gagné, l'indice boursier japonais qui a gagné 40% en 3 ans, ça reste un marché à suivre pour 2025 et pourquoi ? Oui, alors déjà parce qu'on a sur la consommation intérieure un double impact, celui de cette boucle vertueuse inflation-salaire qui se met en place, qui favorise la consommation domestique, les touristes qui favorisent aussi la consommation, on a ce meilleur retour aux actionnaires et on a cette industrie qui sème ses graines pour les prochaines années à venir, qui est l'industrie des semi-conducteurs, avec de grands acteurs comme Taiwan Semiconductor, Micron ou Rapidus, qui s'installent au Japon pour produire des puces, des puces électroniques, et qui vont faire du Japon, dans les années qui viennent, un acteur incontournable de la chaîne d'approvisionnement des semi-conducteurs. Allez, merci beaucoup. Explication signée Jean-François Chambon, gérant Action Japon chez Ophi Invest. Merci. Merci David. Et ça vaut le coup revient dans une semaine sur Boursorama.